Isabelle, quel est le sujet que tu vas aborder avec nous maintenant? Alors tu sais, on parle beaucoup d'équilibre vie pro, vie perso. Et moi, j'ai envie d'aborder l'impact de la vie personnelle sur la vie professionnelle. On parle toujours de l'inverse. On parle toujours de quand on a une activité, quand on est cadre, manager, indépendant, forcément on a une journée d'activité qui est très importante et de l'impact de cette journée sur la vie personnelle. Mais moi j'ai envie de parler de l'inverse parce que je vois beaucoup plus l'impact de la vie perso sur le pro. C'est un sujet aussi qui me passionne avec les systèmes invisibles. Pourquoi te tient-il autant à cœur? Mais parce que je l'ai vécu moi-même. C'est-à-dire que moi, j'ai vécu un gros impact de ma vie personnelle sur ma vie professionnelle que je ne cachais, que je négligeais, que j'ai mis sous le tapis. Et puis, j'ai eu l'impact, on va dire, majeur, c'est que je suis tombée malade. Et en fait, j'ai redétricoté, tu vois, j'ai fait le chemin à l'envers. C'est-à-dire que j'ai compris comment ma vie personnelle, elle avait impacté ma vie professionnelle et comment aussi j'avais cru que en me jetant à cœur perdu dans ma vie professionnelle, j'allais pouvoir étouffer, tasser mes problèmes personnels et puis en fait j'en suis tombée malade au final. Donc c'est vraiment de ça que j'ai envie de mettre en avant parce que c'est un sujet pas très abordé. Pourquoi? Parce que comment dire, ça demande d'être authentique avec soi, et ça demande d'être vulnérable, et ça c'est pas facile. Et moi qui suis aussi beaucoup en contact avec des hommes, c'est peut-être plus facile pour les femmes de parler de ce qu'elles peuvent vivre que pour un homme. Tu vois, il y a ce côté, on doit être fort, tu vois, et donc sa vie personnelle, il n'y a jamais de problème en fait. Et puis, ce qu'on nous demande en général, quand on arrive au boulot, au travail, on te demande de laisser ta vie personnelle à l'entrée. C'est ça, tu la mets à côté. Tu sais, en fait, tu n'as plus de vie perso quand tu arrives au boulot. Tu vois, on dit d'abord, tu ne dois pas vivre des émotions. Enfin, moi, c'est ce que j'avais compris, hein, tu ne dois pas montrer tes émotions au travail. Et puis ta vie perso, genre, tu n'en as pas. Alors, tu as parlé de choses, tu sais, en surface. Un peu tes enfants, peut-être ta compagne ou ton compagnon, mais tu vois, ça va toujours bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais la vie personnelle, elle est mise de côté, tu as fermé la porte, mais en vrai, elle est assise à côté de toi. Comment gère-t-on cela? Alors, comment on gère cela? Moi, je vais juste dire ce que j'ai pu vivre, tu vois. Le lendemain de mes 30 ans, c'était un lundi et je venais de faire une fête pour mon anniversaire de mes 30 ans, une grosse fête. Et puis, il y avait eu tout un contexte très particulier. Donc, je suis partie au travail. Mes parents étaient là, ils sont partis, ils sont rentrés chez eux et mon papa a mis fin à ses jours à 17h. Et donc mon oncle m'a appelé mais alors que je ne savais pas ce qui se passait, pour me dire qu'il fallait que je revienne. C'était à 1h30 de là où j'avais l'agence pour laquelle je travaillais. J'étais commerciale itinérante, mais il y avait une agence sur laquelle on était là. Et donc c'était un lundi. Je suis arrivée chez moi, j'ai donc appris la nouvelle et j'ai vraiment senti à ce moment-là, enfin, je l'ai appris en voiture parce que du coup mon oncle il avait appelé mon compagnon de l'époque qui travaillait sur Paris, il a pris un TGV et on s'est retrouvés à la gare de Lyon et on a pris ma voiture pour aller chez mes parents. Et je lui ai finalement demandé ce qui se passait. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose de très grave qui s'était passé. Et donc c'est là qu'il m'a appris que mon papa avait mis fin à ses jours. Et j'ai senti physiquement comme si je me coupais, tu vois. C'est-à-dire que je me mettais en mode déni. Je ne pouvais pas le conscientiser comme ça, hein, mais en mode warrior. C'est grave, très grave, mais on va gérer. Et puis, ma maman, elle était complètement effondrée, écroulée. Donc, si tu veux, il fallait que je sois forte pour cette personne. Parce qu'après, je l'ai ramenée chez moi. Donc, j'ai repris mon travail le lundi d'après.
Donc j'ai enterré mon papa le jeudi et le lundi j'étais au travail. Et mes collègues, c'est vrai qu'ils m'avaient dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et pour moi c'était évident. C'était comme ça quoi, tu vois. C'était comme oui ça existait mais c'est pas pire. Enfin parce que je ressentais plus rien en fait, tu vois. Donc pour moi c'est pas de la gestion, c'est juste je mets ça dans une boîte, je ferme la boîte et je veux. Je ne l'évoquais pas vraiment, mais il y a eu des tas de conséquences ensuite. Et les conséquences, elles n'ont pas été immédiates parce que plus tu retardes de t'occuper de ce problème-là, plus tu sais, ça fait un effet à long terme, quoi. Mais j'ai continué mon travail, j'ai continué d'aller voir des clients. Je suis partie même en voyage professionnel. On avait gagné avec ma collègue un voyage avec un groupement en Inde. Et je soupçonne même, peut-être même, je ne sais pas trop, mais peut-être que ma direction, ils m'ont peut-être fait gagner en se disant, ben, on va essayer je sais pas, de lui donner comme une sorte de carotte, parce que c'était un voyage extraordinaire qu'on a fait, professionnel, mais quand même extraordinaire. Et tu vois, pendant ce voyage, eh bien, je me suis bloqué le dos. Et il y avait un ostéopathe qui était avec l'équipe. C'était un groupement, on était 300 hein, dans un voyage professionnel, 300 t'imagines à gérer. Il y avait un ostéopathe. Et en fait, je ne pouvais plus monter dans le bus, il fallait rentrer. Et je ne pouvais plus monter dans le bus. Tu étais totalement bloqué, physiquement. Complet. Et c'est cet homme qui m'a dit en venant me faire la séance, parce qu'ils ont dit, mais comment on va la ramener? On avait 9 heures de bus, puis après on avait 9 heures d'avion, mais comment on va la ramener? Et donc il s'est proposé de me faire une séance, alors que normalement c'était pour les clients hein, qu'il était là. Et il m'a dit, vous êtes en colère. Et c'est la première fois, je me dis, mais de quoi il me parle? Tu vois, je voyais même pas le problème. Tu t'imagines, je voyais même pas le problème, que j'étais bloquée et que j'étais en colère. Et je dis, mais non, je suis pas en colère. En plus, je niais complètement mes émotions de ce que je vivais. Et j'ai continué comme ça quelques années avant de me dire que peut-être fallait que je fasse quelque chose pour moi. Ouais. Quand ce souvenir-là, Ouais. ce vécu que tu as eu, t'es remonté réellement dans une réflexion consciente? Alors j'ai commencé on va dire une thérapie, hein, on peut l'appeler comme ça, parce qu'il y avait quand même des comportements que je m'observais dans des comportements qui étaient quand même un peu déviants. Et donc j'ai fini par me dire que peut-être ça avait quand même eu de la conséquence sur moi. Et j'ai commencé on va dire un accompagnement en art-thérapie. Donc déjà l'art était là, mais c'était vraiment de l'expression par l'art. Et je me souviens très bien, c'était 8 ans après, imagine 8 ans après. En fait, je peins un tableau, donc il y avait tout un jeu pour remettre la peinture, ça c'est pas le propos. Et j'analyse ce tableau, parce qu'après je m'étais formée à ça, j'analyse ce tableau avec mon enseignant d'art-thérapie. Et là, il me dit, 8 ans après, Isabelle, tu as tout compris à ton histoire, mais tu n'as rien exprimé. Et en fait, ce tableau parlait de la conséquence de cet acte sur moi. Comment je voyais inconsciemment cet acte-là sur moi. Et franchement, j'ai mis 3 heures à analyser le tableau avec lui parce que je ne voulais pas encore le voir. C'est-à-dire que 8 ans après, je niais l'impact de ce geste sur ma vie. Je trouve ça dingue, tu vois. Et là, il me dit, t'as pas exprimé ton histoire. Alors là, je me suis dit, mais c'est un truc de fou, ça fait 8 ans. Pour moi, c'était fait. Et là, ça a été... j'ai beaucoup pleuré à ce moment. Et je crois que c'est 8 ans après, j'ai enfin pleuré sur ce moment de ma vie. Parce que pendant des années, j'ai pas pleuré. J'ai rien exprimé. Rien. Il n'est rien sorti de moi.
Et puis c'est encore un peu plus tard où là j'ai à nouveau, dans le cadre d'une formation là, sur l'énergétique, la réhabilitation énergétique, où j'ai ressenti dans mon corps cette souffrance que j'avais peint dans mon tableau. Je l'ai ressenti dans mon corps physiquement. Et puis ensuite, eh ben, tu vois, je t'en parle aujourd'hui, c'est neutre. C'est vraiment un événement qui est neutre. J'ai compris son histoire, j'ai compris pourquoi il a fait ça, je l'ai pardonné, je me suis pardonnée. Enfin, il y a eu tout un grand chemin qui a été fait et c'est complètement neutre. Et aujourd'hui, je dirais presque, c'est un peu forcé, mais le trait, mais ça fait partie de mon histoire. Et s'il n'avait pas fait cet acte majeur dans nos deux vies, eh bien, je ne serais pas celle que je suis aujourd'hui. Donc, quelque part, il m'a donné un cadeau, j'ai envie de dire, parce que j'ai vraiment été regarder qui je suis et ce que je fais aujourd'hui me porte énormément par rapport à ça aussi. Et par rapport aux professionnels, durant ces 8 années, avant que tu extériorises, on va dire, comment as-tu vécu ton rapport aux professionnels? Tu t'es surinvesti dans le travail? Oui, ben c'est ça en fait. C'est-à-dire que tu sais, quand tu es commercial, tu as des objectifs. Donc moi, c'était... fallait que je sois la première des vendeuses en fait. D'abord, il y avait un côté aussi financier. Fallait que je fasse mes primes. Et puis j'ai toujours eu un grand engagement vers mes clients. Donc il y avait vraiment de quoi a besoin le client. Il faut répondre aux besoins du client. C'était un truc mais viscéral. Je me suis mis dans des états juste incroyables. Avec ma direction parce qu'on ne répondait pas aux besoins du client. Pour moi, c'était impensable. Et je ne dis pas de toujours dire oui au client, mais pour moi, il y avait un prérequis. Le client, c'est un client, donc en fait, on doit répondre à son besoin exprimé. Et si on ne peut pas répondre, on lui a dit non. Mais si on lui a dit oui, on doit le livrer au bon prix, en date et heure. Et donc, je me suis surinvestie. Il y avait vraiment ma vie consacrée au travail, ouais. Au point que à la maternité, tu réponds à un client pendant que tu es en phase d'accouchement, J'ai accouché, ma fille est née à 9h15 et comme j'ai eu une césarienne, il y a eu un moment où on me remonte dans la chambre et elle est partie en couveuse et moi je ne peux pas la voir, je ne l'ai pas vue et mon téléphone pro sonne. Donc, déjà, qui a l'idée d'amener son téléphone pro à la maternité? Et là je suis dans ma chambre en train de bouillir parce que j'attends qu'on me dise oui, on va vous amener votre fille. Et mon téléphone pro sonne et je dis ah tiens. Parce que j'avais un client, c'était un samedi, qui faisait une opération commerciale dans son établissement. Et il voulait un renseignement. Et là, je décroche, puis il me dit, mais vous êtes où? Je dis, je viens d'accoucher, je suis à la maternité. Et lui, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi? C'est une blague, c'est pas vrai. Et en fait, je vois même pas le problème. Je dis, ah non, mais ça va. Ça va quoi, j'ai eu une césarienne, tu vois. Et moi, en fait, je trouve rien de mieux que de lui répondre parce que j'avais, entre guillemets, rien d'autre à faire. Et puis après, j'ai continué parce qu'on m'avait expliqué, on n'était pas beaucoup de femmes dans mon équipe. C'était essentiellement masculin parce que je distribue des pièces automobiles. Donc on m'avait dit, ma collègue m'avait dit, tu sais... commercial, absente plusieurs semaines sur ton secteur, peut-être qu'on va te mettre un stagiaire ou un jeune qui sort de l'école de commerce et puis tu vas peut-être pas retrouver ton secteur quand tu vas revenir, puis tu vas perdre ton job, tu vois. Et donc je me souviens, je promenais ma fille et j'appelais les clients pour leur dire alors là il y a une promotion, t'as vu ma... Enfin tu vois, c'était dingue et j'ai repris mon travail.
j'allaitais ma fille et mon premier, je me souviens exactement, c'était le 11 janvier, donc j'accouche le 3 novembre. Le 11 janvier, je suis sur un salon et j'allaite ma fille. Je suis sur un salon à Biarritz, j'habite à Lyon et j'allaite ma fille. Et donc en fait, je tirais mon lait en catimini, en douce et la nounou, elle avait de mon lait congelé pour nourrir ma fille. Aujourd'hui, avec tout ce que je connais, avec tout ce que je sais, j'aurais sûrement pas fait ça, quoi. Ben, l'importance qu'avait ton professionnel, j'ai pas envie de dire aux dépens de ta vie personnelle, mais en même temps tu gérais tout. Si, ouais, je gérais tout, ouais. Je crois que peut-être j'ai commencé de vraiment prendre conscience de ça, c'est quand ma fille a commencé de parler. On lui avait acheté un petit téléphone, un faux téléphone là, et un jour elle m'a mimé. Et elle disait allô, allô, non, je t'entends pas, non, allô, je vous entends pas, je vous rappelle, je suis occupée là. Ouais. Et donc là, c'est comme si tu as un miroir, un miroir de toi en mini bout, quoi. Et là, tu te dis, assez vite, là, je me rends compte que oui, tout est consacré pour le travail. Et donc, du coup, par rapport au sujet que tu abordes, c'est comment la vie personnelle impacte la vie professionnelle. Mais j'ai l'impression que dans ce que tu nous contes, eh bien, la vie personnelle n'avait pas d'impact sur la vie professionnelle ou... Oui, c'est vrai, mais elle impactait quand même. Parce qu'en fait, pendant que j'étais en train de nier que j'avais de la souffrance et de la peine de la perte de mon papa, que je me jetais à corps perdu dans mon travail, là, il n'y avait pas d'impact puisque j'étais une professionnelle juste méritante et perfectionniste et performante. Et puis, d'ailleurs, quand je suis revenue au travail après ma maternité, mon patron m'a dit c'est quand tu veux, tu refais d'autres enfants quand tu veux, hein, parce que tu vois, là, il n'y avait pas eu d'impact. Jusqu'au jour où j'ai vécu encore, on va dire, un point d'achoppement dans ma vie personnelle. Et là, ça a eu vraiment un impact. Et c'est comme si, là, du coup, le château de sable, tu vois, la bonne, comment dirais-je, forteresse que j'avais bâtie, elle s'est écroulée. C'est pour ça que je dis que ça a de l'impact. Parce que, tu vois, à force de nier, de dire que je pouvais gérer, qu'il n'y avait pas de problème, que j'étais en mode warrior et femme forte, c'était pas vrai. Je me mentais à moi-même. Tu vois ce que je veux dire? Je me racontais des histoires. Et du coup, je me jetais dans le boulot pour pas penser à ma vie personnelle. Enfin, pas penser à ma vie personnelle. C'était ne pas m'occuper des miens, c'était pas ça, mais c'était pour pas m'occuper de ma société intérieure. J'ai envie de nommer un coach que j'ai eu, un Canadien qui dit sa société intérieure. Et ça, je trouve ça très beau, tu vois. C'est-à-dire que j'étais à l'extérieur de moi. Je fonctionnais en mode survie. Tu vois, je cochais des cases, tu vois ce que je veux dire. Check, j'ai fait mon chiffre annuel, j'ai fait mon chiffre trimestriel, j'ai fait mes déplacements, tout ça. Mais moi, où j'en étais, tu sais, on a, dans un autre épisode, là, on a parlé du camembert, tu sais, et ben, le moi, la personne, il y avait 0% pour moi. Rien. Est-ce qu'il va y avoir un déclic au moment de ton divorce? On a dit qu'on parlait de tous les sujets. Oui. Ton divorce, en fait, va avoir un impact direct sur ton chiffre d'affaires. À ce moment-là, c'est ton personnel qui a un impact immédiat sur ton professionnel. Comment as-tu géré cette collision, du coup, entre intime et business? Et bien là, en fait, je ne gère plus. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça fait 8 ans... 8 ans, je gère tout, voilà, un peu Madame Parfaite, hein. J'exagère, mais c'était un peu ce que je voulais montrer, tu vois, parfaite dans tous les
Parce que dans ma vie perso, il y avait les anniversaires, les invitations, je m'occupais de ma fille, j'avais une vie sociale, enfin, tu vois, parfait. Tout était sur papier glacé, un job, tu sais, comme on peut dire. Et puis quand là, on se sépare, je ne gère plus rien du tout, en fait. Et là, ça a un impact, comme tu le dis, direct sur mon chiffre d'affaires. Donc, je suis convoquée par mon patron. Et là, on est devant les chiffres. Là, du coup, c'est moi qui suis devant les stats. Et il me dit, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, je lui avais prévenu qu'on était en phase de séparation. Et je ne fais pas tout de suite le lien quand même. Hein. Mais je lui dis, je ne sais pas. Et en fait, je fais les mêmes choses. Hein. Je continue d'aller voir les clients. Et là, mon chiffre s'écroule. Mais complètement, quoi. Je gère plus. Ça veut dire qu'au boulot, peut-être, t'es plus là, t'es fatiguée, t'es là physiquement, ouais. Mais l'esprit... C'est ça. J'étais trop inquiète. Et puis, je pense que tout ce temps où je ne me suis pas occupée de mes émotions, tout ce temps où j'ai consacré mon énergie, tu sais, la direction de mon énergie, à vouloir pas regarder, tu sais, comme je disais, à tasser cette énergie, ces émotions d'une tristesse absolue de la perte de mon papa, du souci que je me faisais aussi pour ma maman, de la naissance de ma fille, qui était quand même une joie, mais c'est aussi des émotions, du temps que j'aurais dû prendre pour m'occuper de moi, de mon physique. Je le fais pas. Et donc à un moment, j'ai envie de dire, tu sais, c'est la cocotte minute. Tu sais, je sais pas, les plus jeunes ils savent peut-être pas, les cocottes minutes, il y a le petit, tu sais, le petit soufflet là que tu soulèves pour faire sortir la vapeur. Moi, c'est l'implosion interne, tu vois. Et donc, tu vois, immédiatement, ça se reflète sur mon chiffre d'affaires. Ça veut dire que énergétiquement, comme tu le dis, je suis là physiquement, mais énergétiquement, j'y suis plus. Dans ma tête, c'est le bazar parce que je me fais du souci, parce que je suis pas bien, parce que je suis triste, parce que ma vie s'écroule en fait. Mais encore une fois, c'est peut-être une alarme de te dire de prendre soin de toi, de ta vie personnelle. Oui. Parce que là, la motivation, s'il y a une perte de chiffre d'affaires, c'est que déjà, quand on travaille de manière assidue, de performance, c'est peut-être aussi pour une motivation. Gagner de l'argent, en général, c'est pour un but, pour en faire quelque chose. Bien sûr. Et peut-être que là, il n'y a plus le sens. Ouais, il n'y avait plus le sens, c'est vrai, effectivement, il n'y avait plus le à quoi bon, et malgré tout, quand même, parce que quand tu te retrouves seule avec une enfant, ça demande un petit peu plus tu vois, d'argent. Mais ouais, je voyais plus le sens. Et quand tu dis ça, tu sais, encore un petit peu plus loin, des années après, mais pas tant, un jour, je m'écroule en réunion, après une réunion, et je dis à mon manager, mais ça n'a pas de sens de vendre des pièces poids lourds. Et donc là, il vient d'être nommé, j'avais changé de manager, il vient d'être nommé, il est jeune, il doit avoir 30 ans. C'est la première fois qu'il a une équipe de vendeurs, dont tous plus âgés que lui. Et là, moi, je lui dis, ça n'a pas de sens de vendre des produits poids lourds, de pièces détachées poids lourds. Il ne sait pas quoi me répondre, quoi. Et je pleure et je dis, ça n'a pas de sens. J'avais perdu effectivement ce sens que j'avais dans mon travail. Parce que le sens, il était faussé, je pense. Tu vois, c'est-à-dire que il n'y avait plus cet impact que je pouvais avoir personnel sur... Parce que finalement, au-delà du chiffre d'affaires, il y a l'impact sur ma vie, bien sûr, avec le salaire, mais il y a aussi l'impact que j'ai dans le service que je rends aux clients. Et finalement, on ne voit pas toujours le bénéfice, tu sais, derrière quelque chose. Il y avait le fait de rendre service, le fait de contenter les gens, le fait que les gens soient satisfaits, que j'ai un rôle utile, tu vois. Et là, je ne le vois plus, ce sens d'utilité, de mon impact personnel, de pouvoir... Pendant longtemps, dans mon travail, il y avait aussi le fait que j'arrivais, on était dans des structures qui étaient encore un peu, on va dire, pas familiales, parce que c'était quand même un grand groupe. Tu sais, on pouvait arranger les affaires, enfin, tu vois ce que je veux dire, pour le client, on pouvait trouver des solutions, on avait encore, comme on dit, une liberté d'action. Et donc, je ne le voyais plus, ça, c'est-à-dire mon impact personnel dans mon travail. Et il y avait trop d'impact perso
de ma vie. Et là, c'est l'écroulement, quoi. C'est l'écroulement. Qu'est-ce qui est le plus grave pour toi à ce moment-là? On va dire ton divorce, ta séparation, ou ta perte de chiffre d'affaires, ou de n'avoir plus de sens professionnellement à mettre en place les services que tu donnais pour la boîte et Mais les je dirais que clients. c'était ma séparation, parce que pour moi, c'est comme si j'avais un grand rêve de fonder une famille et que je détruis ma famille en fait en faisant ça, mais c'était un peu une question de survie là pour le coup personnel et l'impact que ça avait sur mon enfant, donc ma responsabilité. Et tu vois, je me sentais coupable, ouais, je me sentais coupable, comme je me sentais coupable quand mon papa aussi a mis fin à ses jours, parce qu'il y avait tout un contexte qui fait que je me sentais coupable. Donc ce sentiment de culpabilité et cette perte de sens. Et donc, ce qui m'a permis de revenir à moi, on va dire, hein, c'est déjà de prendre du temps pour moi, de m'occuper de moi. Donc là, il y a eu vraiment comment dirais-je, un travail, j'aime pas dire ce mot travail, mais je me suis vraiment plongée dans mon intérieur. Là, je suis allée regarder tout ce bazar et tout ce que j'avais jamais exprimé, comme avait dit mon enseignant. Et là, je suis allée l'exprimer et c'est dur parce qu'en fait, ça demande assez de courage d'aller regarder ce qui te fait le plus mal, tu sais, hein. Mais c'est un peu, je dirais, un mal nécessaire. C'est un peu comme si tu laissais pourrir un panari, puis qu'à un moment, faut curer le mal, quoi, et puis aller regarder. Et puis comprendre mon histoire, comprendre tout ça, comprendre ce qui m'avait amené là. Et retrouver cette énergie donc, qui m'est si chère, pour retrouver un nouveau projet, de retrouver du sens, ouais, vraiment une direction. Tu vois, j'avais plus de lieu où aller, j'avais plus de sens. Aujourd'hui, ces grands impacts qui ont impacté ta vie personnelle, professionnelle, alimentent quelle énergie, pour revenir aussi à une précédente question vue ensemble, sur ton accompagnement et ton coaching actuellement? Et disons qu'en fait, aujourd'hui, moi, je suis devenue assez douée pour voir les gens qui ont des problèmes personnels dans le professionnel. Alors, je ne dis pas que j'aurais envie d'envoyer tout le monde en thérapie ou en coaching, mais pas loin. Et je vois tout de suite, en fait, le comportement. En fait, maintenant, je suis devenue cette experte. J'ai l'œil pour voir comment, dans le pro, se joue le perso, tu vois. Et c'est pour ça que c'est aussi important pour moi d'aller regarder, parce que sûrement que j'ai dû dévier aussi, tu vois, avant d'avoir toute cette conscience-là, moi-même. Hein. Et il y a ça, il y a donc du coup la fuite d'énergie, parce que du coup, quand tu es au boulot, tu es vraiment au boulot et tu n'es pas alourdi par tes problèmes personnels. Et c'était quoi ta question ? Eh bien, tout ce que tu as vécu. Ton parcours de vie professionnel et personnel, comment nourrit-il Isa, la coach, l'accompagnatrice Ça me nourrit parce que du coup, je me dis aussi, si j'avais su ça avant, c'est-à-dire que si j'avais... C'est toujours quand on regarde derrière que tu dis, ah oui, si j'avais su. Hein. Mais en même temps, tout est parfait. C'est que ça devait se dérouler comme ça. Et donc, ce que je vois, c'est que si tu le fais au fur et à mesure, parce que maintenant, ma vie, elle n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Hein. Je veux dire, je vis encore des trucs personnellement. Sauf que je m'en occupe au fur et à mesure. C'est-à-dire que j'attends pas des années avant de dire « Ah tiens, là je suis en colère, là je suis déçue, là je suis frustrée, j'aimerais que ça se passe autre. » Enfin, je m'en occupe. Et c'est ça que j'ai envie de transmettre. Tu vois, c'est que les gens, ils aillent regarder dans leur société intérieure ce qui se passe, qui traversent leurs émotions, qui prennent de la conscience, qui gèrent leurs énergies, qui dirigent leur énergie personnelle. Et du coup, en fait, je vois aussi l'impact maintenant que ça a sur ma vie et comment je suis bien avec moi-même et comment je suis bien avec les autres. Comment je peux tout faire
en étant moi-même. Et je vois aussi comment je me sens plus légère. Et donc, j'ai tellement envie que d'autres goûtent à ça. Tu sais, c'est comme, je sais pas, tu vas dans je dis n'importe quoi, un village qui est beau, tu as goûté un super bon plat, tu as fait une expérience extraordinaire, bah, tu as envie de dire aux autres, je te assure, fais cette expérience, ça va changer ta vie, tu vois. On parlait aussi des moments de convivialité entre collègues et aborder le sujet de l'alcool lors des pots, des petits after-work entre collègues. Est-ce que tu peux nous dire plus sur le côté, l'alcool, c'était pas toujours une fête? Ouais, c'était pas toujours fun. Et justement, ça fait partie de ces dérivatifs, tu vois. Parce qu'en fait, je souffre, tu vois. Je dirais que pendant ces 10 ans, 8 ans, je souffre vraiment, tu vois. Et je te rappelle, je suis dans une équipe, dans cette partie-là, je suis la seule femme. Donc, je dois avoir 8 collègues hommes et je travaille dans le milieu du poids lourd. On vend des pièces poids lourds. Donc, on est tous des mecs, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas comment dire. Des fois, j'ai l'impression d'être dans une équipe de rugby, tu vois ce que je veux dire. Et c'est au contraire parce que j'adore le rugby, tu vois. Mais c'est joyeux, mais on boit après le boulot. C'est-à-dire qu'il y a le pot, tu sais, quand on est en réunion 2-3 jours, il y a de l'alcool qui est là. Et donc, tu bois parce que tu es joyeux, parce que on a fait les chiffres du trimestre. Mais en vrai, est-ce que le verre de trop, il est nécessaire? Est-ce que quand tu te réveilles le matin, puis que tu vois, t'es pas bien, tu as mal à la tête, est-ce que c'était vraiment indispensable? Et moi, je pense que là, je viens noyer mon chagrin sous prétexte qu'on est en convivialité, mais je viens noyer mon chagrin parce que eux boivent exagérément. Tu sais, ce truc aussi qui existe en France où, tu sais, si tu bois pas, t'es pas un mec, tu vois ce que je veux dire. D'ailleurs, on me l'a eu dit, hein, mais Isabelle, t'es une femme au milieu des hommes, donc il y avait ça. Puis il y a un autre sujet dont je veux pas parler là, mais ça va être problématique, tu vois. Et donc, je pense qu'à un moment, j'ai dévié aussi sur ce côté, on fait la fête, on fête nos victoires, mais en vrai, la troisième mi-temps, elle n'est pas si fun que ça, tu vois. Et peut-être qu'on avait tous un peu nos fêlures qui venaient se jouer là-dedans. Et c'est là que, maintenant, avec le recul, je repense à tous mes collègues, comme on se confie quand même hein, quand on est comme ça sur 3-4 jours, tous les 2 mois ensemble. La vie pro, elle n'était pas toujours celle qu'on disait sur papier glacé. Et de fait, je pense qu'on venait... il faut que ça sorte quelque part, quoi. Et du coup, ça se jouait dans l'alcool, qui est un dérivatif. Mais l'addiction du travail, c'est aussi un dérivatif. Ça peut être la cigarette, ça peut être les drogues, ça peut être le sport aussi. Hein. Mais sauf que là, ça a de l'impact aussi sur le physique. Et du coup, ça a de l'impact sur l'énergie. C'est vrai qu'on peut retrouver pas mal d'échappatoires dans des activités faussement détentes, faussement festives. Oui. Beaucoup de gens quand même, pour X raisons, quand finit la semaine, arrive le week-end, font un très gros apéro dont la migraine se souvient encore le lundi matin, les premières heures de reprise. C'est ça. Pour beaucoup de gens. Oui, puis c'est comme s'il faut aller loin. Tu vois ce que je veux dire? C'était très exagéré, quoi. Moi, j'ai vécu des choses, puis il y avait des réunions annuelles, puis c'était aussi cette période un peu... il y avait moins quand même un peu libre au niveau des budgets aussi. C'est-à-dire qu'il y avait des conventions annuelles. C'était... Tu vois, j'ai vécu une convention open bar. Tu t'imagines, open bar, on était 60 vendeurs, quoi. Plus toutes les équipes marketing, open bar. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut aller jusque dans les extrêmes comme ça.
Là, on a en direct. Il y a eu une bagarre de chats. Ouais, c'est ça. Je pense que il y avait moins de conscience. De manière, tu sais, c'est encore pareil aussi là. On pourrait aussi voir le point de vue individuel et le point de vue collectif. Comment aussi individuellement tu impactes le collectif et comment le collectif impacte l'individuel. Dans le sens où si aujourd'hui on a conscience qu'on est en train de dévier en buvant un, deux ou trois ou plus verres de trop, parce qu'on n'a pas été regarder ce qui nous faisait de la peine et que finalement on met un gros mouchoir par-dessus nos souffrances, tu vois. Bon là c'est pas du mouchoir mais c'est de l'alcool. Et, et donc du coup, bah, finalement tout le monde se comporte un peu de la même manière. Et si toi, tu prends conscience de ça, puis que tu dis, bah, moi, j'ai envie de partager un verre avec vous, parce que vraiment, ça me fait plaisir, mais un, deux, et c'est ma limite. Et après, je dis non, c'est bon. Et bien peut-être que du coup, ça va aussi avoir comment dirais-je, de l'impact sur le collectif. Et c'est aussi ça qui me met, moi aussi, en mouvement, pas par rapport à ce sujet de l'alcool, mais par rapport à aller s'occuper de soi pour que le pro soit, on va dire, normalement le pro pour moi, il doit être joyeux, ça doit être du plaisir d'aller dans son activité et pas une souffrance, tu vois. Et donc finalement, eh ben, c'est ma petite pierre, tu vois comment ça impacte, tu dis aujourd'hui, c'est ma petite pierre individuelle dans le grand collectif du monde. C'est ça que j'ai envie d'apporter aussi, de voir qu'on peut aller dans son activité professionnelle en étant pleinement épanoui, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer dans sa vie perso. Et inversement aussi, le perso, il ne doit pas trop impacter le pro, ne doit pas trop impacter le perso, quoi. On n'est qu'une personne et finalement, c'est ce jeu de... Tu sais, c'est comme les systèmes énergétiques. Bah, tout doit se... Je ne sais pas si tu as déjà fait cette expérience. Ah, moi, je l'ai fait une fois, c'était juste incroyable. En formation de coaching, on était deux et on devait tout le temps garder l'autre comme ça, regarder. Et on était par paire. Et en fait, à un moment, le formateur, il prend une personne, il la déplace. Et il dit, vous devez vous réajuster. Et donc... L'autre a suivi son double. On a mis à peu près 15 minutes à se réajuster. Parce que du coup, tout le monde a bougé, tu vois. Et donc, tu vois comment les systèmes, ils se régulent, tu vois. Et bien là, c'est aussi comment réguler sa vie perso, pro, amicale. Quand je dis perso, on est d'accord, c'est son activité physique, le sport, la famille, les enfants, les amis. Et puis son activité professionnelle. Et ça doit, tu vois, ça doit être un savant subtil, un mélange subtil, un système qui doit être très souple et qui doit être équilibré. Voilà. Et ça, c'est vraiment ce qui me met en mouvement aujourd'hui.